Honnêtement, moi, je pense que ça évolue tellement rapidement que c'est pas fou de parler d'imaginer un contexte où dans 5 ou 10 ans, c'est complètement différent, où on finit par traiter des cancers presque comme si c'était des infections, où on donne un antibiotique qui est bien ciblé aux microbes. Là, on essaie de faire la même chose pour le type de cancer que le patient a. Et puis c'est pour ça que je suis passionné par ce projet-là, c'est qu'on n'arrive pas à ce point sans la participation des patients dans les essais de recherche clinique qui nous permet d'avancer les traitements standards. Ici Annie Demelt et bienvenue à cette entrevue Code Vie présentée par la Fondation de l'Hôpital général de Montréal. Au Québec, les cancers de l'œsophage, du poumon et de l'estomac sont les types de cancers qui connaissent la plus grande progression, en plus d'être les plus mortels, avec un taux de survie après 5 ans de moins de 20 %. Cependant, il y a eu des avancées remarquables au cours des dernières années et les chirurgiens de l'Hôpital général de Montréal ont contribué directement à ce progrès. L'équipe veut maintenant offrir à plus de patients les traitements les plus innovants, les traitements qui deviendront possiblement les standards de demain. Notre invité aujourd'hui est le Dr Jonathan Spicer, directeur de la division d'oncologie thoracique au Centre universitaire de santé McGill et chirurgien thoracique à l'Hôpital général de Montréal. Bonjour, Dr Spicer, merci d'être avec nous. Bonjour, ça fait un plaisir d'être là. Alors, j'ai parlé d'emblée d'avancées dans votre domaine. Qu'est-ce qui se passe en ce moment qui peut vous donner espoir et donner espoir aux patients? Oui, ben c'est vraiment... c'est jamais un bon moment d'avoir un diagnostic de cancer, mais on est vraiment dans une époque maintenant où les avancées arrivent à grands pas. Vous me posez la question, quand est-ce que j'ai commencé ma pratique? Ça fait seulement depuis 7 ans là, que je suis en pratique, puis la façon qu'on gère les patients aujourd'hui est dramatiquement différente de la façon qu'on le faisait quand j'ai commencé en 2015. Et c'est pour le bien. Juste dans l'espace de quelques années, comme ça oui, puis c'est ça. Puis vraiment, l'évolution des soins des patients n'avait pas vraiment changé tant que ça dans les 20 ou 30 années précédentes où on était vraiment limité avec des thérapies plus conventionnelles, la chimio, la radiothérapie, la chirurgie. Et on pouvait offrir quand même des bonnes choses aux patients, mais je dirais, si on prend juste l'exemple du cancer du poumon, dans les 5 dernières années, il y a littéralement des vingtaines de molécules qui ont été approuvées pour des thérapies ciblées, puis essentiellement, on crée du cancer du poumon, le grand cancer du poumon, des douzaines de maladies beaucoup plus mieux définies qui sont traitables avec des molécules de précision qui sont extrêmement efficaces. Okay. Donc, plus personnalisé comme traitement un petit peu. Tout à fait. Donc, on parle plus d'un cancer du poumon de façon générique. Maintenant, depuis 1 an, on est parmi les meneurs au monde, là, au Québec, grâce à des investissements qui ont été faits en termes de profilage moléculaire des cancers du poumon. Donc, de façon réflexe, peu importe où on est dans la province, un patient qui a un diagnostic de cancer du poumon va être, son tissu va être profilé avec un profil moléculaire, génétique, qui nous permet d'amener des thérapies ciblées. Donc, tout à fait, un traitement beaucoup plus personnalisé. Maintenant, ce qui est excitant, c'est qu'on peut amener ces molécules-là dans les stades plus précoces où les chances de guérison sont un peu plus élevées. Puis, justement, parlons un petit peu d'immunothérapie parce que c'est un peu une révolution pour vous, là, quand on parle de changement dans les 5-10 dernières années. Une grosse partie est là. Puis pour d'autres types de cancers aussi, je ne me trompe pas, même à des stades qui sont avancés. Dites-moi un petit peu comment ça fonctionne et en quoi est-ce que ça continue d'être prometteur? Oui. Bien, ça fait exactement 10 ans depuis que je me souviens d'avoir lu un article dans le journal Science qui disait l'immunothérapie, c'est la nouvelle découverte là, en cancer. Mais il y a 10 ans, ces molécules-là étaient encore à leur tout début. Il y avait des essais cliniques qui faisaient juste commencer dans des petites cohortes de patients. Et là, l'impact de ces traitements sont tellement importants que ça fait vraiment partie de la pratique habituelle chez un grand nombre de patients pour divers cancers. La raison pour laquelle on pense que ça marche si bien, c'est que
Si on réfléchit à ce que c'est qu'un cancer, c'est des cellules qui nous appartiennent, mais qui ont eu des mutations, qui ont changé pour se propager hors de contrôle. Et si notre système immunitaire fonctionnait normalement, comme il le fait tous les jours, il devrait nettoyer ces cellules-là. Il devrait aller les identifier comme étant anormales et les tuer. Notre système immunitaire est extrêmement puissant pour faire ça. On le fait tous les jours avec des microbes auxquels on est exposé. Mais la raison pourquoi ça ne se fait pas dans le contexte d'un cancer, c'est que le cancer lui-même a la capacité d'endormir notre système immunitaire tel qu'il ne le reconnaît pas. Et c'est dû à certaines interactions moléculaires qui se font entre le cancer et notre système immunitaire. Et les molécules d'immunothérapie qu'on donne aux patients, soit toutes seules ou en combinaison avec de la chimiothérapie et d'autres traitements, réveillent le système immunitaire pour que justement il utilise son potentiel adaptif pour s'attaquer au cancer. Okay. Et donc là, on rajoute par-dessus les thérapies conventionnelles la puissance de notre système immunitaire pour reconnaître et tuer des cellules anormales qui ne devraient pas être là. C'est comme ça réveille un peu le système immunitaire. Oui, exactement. Okay. Ouais. Et puis, vous, maintenant, ça fait partie, comme vous dites, le premier article, il y a une dizaine d'années, on a dit que c'était l'avenir. Maintenant, ça fait partie des standards. Les gens reçoivent, dépendamment du stade, évidemment, du type de cancer, mais vous avez contribué à ce que ça devienne le standard pour les patients qui peuvent maintenant avoir cette qualité de soins-là. Vous étiez le chirurgien principal sur un essai clinique majeur dont l'un des grands sites avait des dizaines de sites à travers le monde, là, mais un des grands sites était à l'Hôpital général de Montréal. Comment est-ce que vous avez contribué à ça? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que maintenant vous avez cette réputation-là aussi? Là? À l'époque, là, quand on a commencé cette étude-là en 2017, on savait que la chimio, quand on la rajoutait à la chirurgie, chez les patients avec des cancers du poumon opérables, on pouvait augmenter leur survie. Et on a commencé une étude avec toute une équipe là, internationale, une étude où on comparait la chimio versus la chimio avec de l'immunothérapie donnée avant d'opérer, avec le but de réduire la taille de la tumeur, tuer tout ce qui pourrait être flottant ailleurs et d'ensuite opérer pour consolider le traitement afin d'avoir une guérison. Et ça peut paraître bête, là, mais en 4 à 5 ans, on a eu la réponse que l'ajout de l'immunothérapie était très bénéfique. On augmentait la survie des patients. De beaucoup. Quand même de beaucoup, oui. 40% presque, c'est ça? Bien, ce qu'on pourrait dire, c'est que 20% de plus de patients sont en vie sans maladie 2 ans après le traitement, puis on continue d'avoir les résultats qui s'en viennent, qui montrent que la survie globale est probablement améliorée aussi. Okay. Ce qui était très frappant aussi, c'est que si on donne de la chimio avant d'opérer, à peu près 2% des patients, quand on les opère, la maladie a été tuée complètement par la chimio. Donc, c'est très rare que la chimio toute seule tue le cancer complètement. Mais quand on opérait les gens qui avaient reçu la combinaison, il y en avait 24% qui n'avaient aucune maladie. Ça veut dire qu'un quart des patients avaient une éradication complète de la maladie juste avec le traitement de chimio-immunothérapie. Ce qui suggère que le traitement est 14 fois plus efficace et ça se traduit en des survies globales augmentées à distance, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard. Okay. Donc, c'est vraiment ça qui a amené que c'est un nouveau standard là, depuis la publication est sortie, je pense, en mars ou avril l'année passée. Puis Santé Canada a approuvé le traitement au mois d'août et la compagnie qui fait la molécule, la BMS, a créé un programme d'accès pour les Canadiens depuis le mois de septembre. Bientôt, on va espérer avoir l'approbation des payeurs canadiens des différentes provinces pour que ça soit disponible. Et c'est un grand succès, évidemment, pour vous, pour les patients, les futurs patients, les patients qui ont fait partie de cet essai clinique-là, mais ça vous a aussi, ça a soulevé certains problèmes pour vous aussi, si je ne me trompe pas. Oui, bien, écoutez, quand on a une étude clinique, il faut que les patients soient d'accord d'y participer. Ils ont le choix de faire les traitements standards ou de participer à une étude. Donc, c'est un gros don, c'est un gros geste
que font les patients de participer à ces études-là, mais c'est aussi souvent leur meilleure façon d'avoir accès à des choses auxquelles ils n'auraient pas accès autrement. Et c'est facile maintenant de dire en regardant par en arrière, mais c'est clair que les patients qui ont participé à cette étude-là se sont donné une chance d'avoir des meilleurs résultats. Mais le problème qu'on a toujours, et bien ça a été un succès, on a été un des centres qui ont contribué le plus en termes de recrutement de patients. Au Québec, c'est bien moins de 5% des patients qui sont éligibles qui vont décider de faire partie d'une étude clinique. Et il y a beaucoup de raisons pour ça. Nos patients, oui, il y en a qui vivent dans le centre-ville de Montréal, près des centres académiques, mais la grande majorité des patients, des citoyens du Québec vivent en région, vivent à distance. Ils risquent de devoir voyager 1 heure, 2 heures, des fois plus, pour se rendre à un centre hospitalier académique. Quand il y a un hôpital tout près de chez eux où ils peut-être préféraient se faire traiter, il ne faut pas oublier que pas tout le monde a les moyens de prendre une journée off pour aller voir un médecin, même s'ils ont une maladie létale comme un cancer du poumon. Il faut un support social, il faut des gens qui accompagnent ces personnes-là. Et à chaque fois qu'on rajoute des barrières logistiques pour accéder au traitement, ça peut paraître surprenant, mais souvent les patients vont choisir des traitements peut-être moins efficaces, mais plus convenables, qui sont plus faciles à exécuter pour toutes sortes de raisons. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de faire maintenant. On essaie vraiment de déployer un réseau de recherche clinique pour amener toutes ces thérapies de pointe qui sont seulement disponibles dans le contexte des études cliniques dans des hôpitaux non académiques où on vient amener un support en tant qu'hôpital universitaire puis chercheur, d'amener ces possibilités-là à des gens qui sont pas forcément tout proches. Le réseau que vous tentez, que vous aimeriez établir, ça aurait l'air de quoi? Oui, donc grâce à cet effort du ministère pour formaliser l'approche en soins standards, on a un réseau clinique qui est bien intégré. Et c'est important parce que pour avoir un diagnostic, une stadification, puis un traitement au cancer du poumon, souvent un patient doit transiger à travers plusieurs hôpitaux, voire plusieurs médecins. Et donc, cette formalisation des réseaux cliniques a été un bon premier geste. Mais là, ce qu'on veut permettre, c'est que les études cliniques aussi soient déployées à un niveau provincial. Et ça, c'est important justement pour permettre à un patient qui est à Amos ou à Gatineau ou à Trois-Rivières d'avoir accès à la même fine pointe qu'un patient qui est dans le centre-ville de Montréal ou Québec. Mmh. Et pour ça, il faut du personnel qui peut se rendre aux patients. Il faut des réseaux pour prendre des tests sanguins, pour faire des imageries. Il faut établir les contrats avec les hôpitaux ou les centres d'imagerie qui vont offrir ces choses-là, qui sont des composantes nécessaires d'un essai clinique où on évalue la réponse au traitement. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Il y a des éléments contractuels, des éléments de soins, des éléments de logistique pour le déplacement du patient, pour minimiser le déplacement du patient qui doivent être pris en compte. Donc, c'est assez complexe. Mm-hmm. Il y a beaucoup de défis. Mais quels sont vos besoins? Comment est-ce que la Fondation peut vous supporter là-dedans dans des besoins qui peuvent vous permettre de faire ça? Oui, donc, c'est de l'argent qu'il faut en bout de ligne, parce qu'il faut du personnel, puis il faut être efficace. Il faut reconnaître que le monde de la recherche clinique, des essais cliniques, c'est un monde compétitif. On n'est pas les seuls au monde qui veulent bien faire. Les avantages d'être un groupe qui participe et qui recrute des patients, c'est que quand on contribue les données à l'effort,
on est meneur et ça aide pour l'approbation des médicaments quand on démontre qu'ils sont bénéfiques. Donc, dans l'exemple là, de l'ajout de l'immunothérapie, dans le contexte des patients avec des tumeurs du cancer, des cancers du poumon résécables, le Canada est la première région non-US à avoir accès à l'immunothérapie dans le contexte. Et c'est parce qu'on a eu une si grande contribution que quand Santé Canada révise les papiers, ils voient que tellement de patients sont venus du Canada. C'est une pratique qui est adoptée ici. Elle est représentative de nos patients. On a l'infrastructure. On a l'infrastructure. Et aussi pour la couverture du paiement du médicament, il y a plus de chances que ça va être approuvé. Okay. Tandis que si l'étude n'a jamais touché un Canadien, un Québécois, et que ça a été fait quelque part d'autre, les chances sont moins bonnes. Donc, en créant un réseau qui interagit avec l'industrie, les gens qui produisent ces nouveaux médicaments, avec un réseau qui est bien déployé pour rejoindre toutes les personnes au Québec. Premièrement, on crée des données qui sont représentatives de la population qui est touchée par la maladie. Donc, si on recrute seulement des patients aisés, éduqués, qui vivent dans les centres-villes, dans les métropoles, c'est une question d'équité, de diversité. On représente mal nos vrais patients qui représentent une diversité beaucoup plus large. Mm-hmm. Donc, il y a cet avantage-là d'avoir des gens qui contribuent à la recherche, qui sont représentatifs des vrais patients. Il y a l'idée d'amener cette équité et en bout de ligne, je pense que ça nous permet d'être plus compétitifs puis d'amener les meilleurs traitements possibles à nos patients le plus rapidement possible. C'est jusqu'à 15% des patients qui potentiellement pourraient prendre part aux essais cliniques? Ou est-ce que c'est votre idéal? Ben non, l'idéal, c'est le maximum possible. On ne veut pas obliger les gens de participer à la recherche s'ils ne veulent pas. Puis c'est sûr que ça ne sera pas 100% des patients éligibles qui vont toujours participer. Tous les gens ont toujours leur raison et des fois, ce n'est pas approprié. Mais on sait que les centres de cancer les plus performants au monde vont recruter presque 20% de leurs patients dans des essais cliniques. On parle des centres comme MD Anderson, Sloan Kettering, Princess Margaret. Et c'est parce qu'ils ont une structure qui est sophistiquée, qui s'assure que des essais cliniques sont disponibles pour la majorité des patients. Et ils facilitent la tâche aux patients de dire oui, ils mettent beaucoup d'avantages de leur côté. Bon, c'est sûr que c'est facile quand on est dans un centre américain puis que les gens voyagent de partout pour venir vous voir, de faire cela. Et moi, ce que je veux faire, c'est que on n'est pas dans ce contexte-là au Québec. On est, je pense, une démocratie en termes d'accès à la santé, puis c'est une très belle chose. C'est un grand avantage que nous avons. Mais notre approche à la recherche clinique n'est pas forcément adaptée à cette réalité-là et ne l'approche pas comme un atout. Pour moi, je vois ça comme un atout, mais il faut juste s'ajuster logistiquement pour permettre que la recherche clinique soit là où les patients vivent. Mm-hmm. Et donc, ça veut dire que nous, on doit s'adapter. On doit amener tout ce qu'on sait dans les centres universitaires et de le déployer. Et maintenant, on a appris avec la COVID comment gérer en télétravail, en visite virtuelle. Il y a tellement de choses qu'on peut retirer de cette expérience un peu traumatisante, mais qui nous permet en fait de mettre en œuvre beaucoup de ce qu'on a appris pour faciliter la tâche aux patients, parce que c'est compliqué d'être un patient atteint d'un cancer. Et je pense que ce qu'on peut faire dans le domaine de la recherche clinique peut nous apprendre beaucoup sur le traitement standard et comment être plus à l'affût des besoins des patients puis minimiser l'impact sur leur vie. Avec des meilleurs traitements, plus d'essais cliniques et des meilleurs traitements qui en découlent, avec un meilleur dépistage aussi, on va pouvoir éventuellement trouver les cancers plus tôt, mieux les traiter plus tôt. Qu'est-ce que vous pensez que ça va être votre rôle de chirurgien dans
5, 10, 15 ans? Votre rôle qui a déjà beaucoup changé là, dans vos... Bien, c'est sûr que ça change énormément. Ce qui est super intéressant, c'est que, oui, avec tout ce qu'on fait, on identifie de plus en plus des patients qui sont à des stades précoces, ce qui nous permet de leur offrir des thérapies curatives plus fréquemment. Mais notre rôle en tant que chirurgien évolue dans les deux sens. On a des patients qui ont des maladies métastatiques à qui on va donner ces traitements de précision, des traitements personnalisés, qui vont avoir des réponses phénoménales. Et là, on se retrouve avec juste un site de maladie on n'aurait jamais imaginé opérer ce patient-là. Mais là, on a la majorité du cancer est disparu, mais il reste un site et on va aller opérer ce patient-là afin d'offrir une chance de guérison à un patient qui, il y a 5 ans, on n'aurait jamais imaginé qu'une guérison serait possible. Donc, oui, dans le contexte du métastatique, on a maintenant un rôle qu'on avait moins auparavant. Dans le contexte des maladies précoces, on est porté à réfléchir si on devrait opérer ou non. Je vous parlais de l'idée que les traitements maintenant peuvent amener des réponses complètes, qu'on donne le traitement et il ne reste plus de cancer derrière. Donc, un patient avec une lésion dans le poumon, où normalement on leur offrirait une lobectomie, on enlève 15 ou 20% de leur fonction pulmonaire, mais on les guérit. Là, peut-être qu'on pourrait leur donner un traitement de précision, puis les observer et ils gardent leur poumon, ils gardent leur fonction pulmonaire. Il n'y a pas parce qu'on sait que les chirurgies peuvent guérir, mais elles amènent aussi des conséquences. Et est-ce qu'il y a un moyen d'être plus judicieux avec des traitements qui ont des morbidités, des toxicités, puis des conséquences à long terme chez les patients, d'être plus... de pouvoir offrir des choses moins invasives, moins extensives pour améliorer la survivance du patient suite à un cancer. Donc, toujours offrir la possibilité de guérison, mais avec moins d'impact sur leur qualité de vie. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez justement leur dire aux patients qui ont peut-être passé... Oui, bon, peut-être pour ceux qui n'avaient pas le problème de logistique, mais qui ont peut-être passé leur tour, qui étaient éligibles. Oui. Bien, une des questions qu'on me pose très fréquemment, c'est que quand j'explique l'essai clinique aux patients, ils me disent « tu pourrais être cobaye, là? » et oui, la réponse est oui. Le patient est un participant à la recherche, c'est un don qu'ils font, mais on leur offre rien qui n'est pas au moins le standard. Et on essaye des nouvelles choses. On n'arrive pas à offrir des nouvelles choses sans qu'il y ait une énorme quantité de recherche derrière cette nouvelle chose qui nous donne beaucoup d'espoir que ça va fonctionner. Et ce que ça veut dire que ça va fonctionner, pas forcément. Mais enfin, on demande aux patients de nous faire confiance, qu'on n'offre pas ces essais cliniques à leur égard de façon frivole, que c'est vraiment avec leur intérêt qu'on a à cœur et je parle pour tous les médecins là, qui font de la recherche clinique, on fait ça parce qu'on pense que ça peut amener un avantage au patient qui est devant nous. Et évidemment qu'on essaie de regarder 2, 3, 4, 5 ans dans le futur et qu'on compte là-dessus. Mais c'est avec le patient à qui on a affaire qu'on essaie d'offrir quelque chose de bénéfique. Et je pense que la majorité des médecins croient que ces essais cliniques sont la meilleure façon de leur amener le meilleur résultat possible. Donc, faites-nous confiance. C'est essentiellement ça qu'on demande. Éduquez-vous. Il faut être partant. Et puis la meilleure façon, c'est de s'éduquer au sujet de sa maladie pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Merci beaucoup. Merci, Dr. Spicer. Ça fait plaisir. Et merci à vous d'avoir été avec nous pour cette entrevue Code Vie présentée par la Fondation de l'Hôpital général de Montréal. Pour plus d'informations sur ce que fait la division de chirurgie thoracique, vous pouvez visiter le site de la Fondation, codevie.ca, et vous y trouverez aussi toutes sortes de détails sur d'autres initiatives innovantes qui sont rendues possibles par la générosité de nos donateurs. Merci encore et à la prochaine entrevue.